Vous ne devinerez jamais de qui il va être question. De Napoléon. Si. Comment? Napoléon mathématicien? Non, pas vraiment. Ne nous emballons pas. Si vous cherchez théorème de Napoléon sur Google, vous tombez sur ce magnifique résultat de géométrie plane. Étant donné un triangle quelconque et les trois triangles équilatéraux construits sur chacun des côtés, eh bien le triangle qui joint les centres de gravité de ces trois triangles est lui-même équilatéral. Sauf que cela n'a strictement rien à voir avec Napoléon. Le résultat est apparu comme énigme dans un journal de vulgarisation britannique après la mort de Napoléon, et il n'a été dénommé théorème de Napoléon qu'au XXe siècle. Reste qu'il est exact que Bonaparte se piquait de mathématiques et qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on l'en croie capable, qu'il est même allé jusqu'à se faire élire à l'Académie des sciences en tant que mathématicien. Mais reprenons au début. Le début pour Napoléon, c'est le début de sa gloire, la première campagne d'Italie, sa charge héroïque au pont d'Arcole et la fameuse bataille de la rue de Rivoli. Rendez-vous compte, 7 armées ennemies vaincues en quelques semaines, l'Empire austro-hongrois à genoux. Napoléon, seul, se débarrasse de la tutelle du Directoire et dicte à l'Autriche le traité de Campo Formio. Tant pis si la République de Venise en fait les frais. L'Italie entière applaudit son libérateur. Enfin, au moins la partie nord-ouest de l'Italie. Enfin, au moins la partie de la population sensible à la propagande napoléonienne. Sur cette gravure éditée à Milan, le texte en italien dit Le héros invaincu Bonaparte accorde la paix aux Autrichiens humiliés. Bonaparte, à Milan, s'appuie autant qu'il peut sur les intellectuels et les artistes, qui non seulement supportaient mal la tutelle autrichienne, mais encore étaient déjà acquis aux idées des Lumières, donc de la Révolution française. L'auteur de ce portrait, Andrea Appiani, sera bientôt intégré au tout nouvel Institut de la République cisalpine, l'académie spécialement créée sur ordre de Napoléon. En attendant, Bonaparte ne perd aucune occasion de peaufiner son image de marque auprès des savants italiens. Tous les hommes de génie, tous ceux qui ont obtenu un rang distingué dans la République des lettres, sont français, quel que soit le pays qui les ait vus naître. Tous ceux qui voudront aller en France seront accueillis avec distinction par le gouvernement. Le peuple français ajoute plus de prix à l'acquisition d'un savant mathématicien, d'un peintre de réputation, d'un homme distingué, quel que soit l'état qu'il professe, qu'à celle de la ville la plus riche et la plus populeuse. Voilà, ça, c'est dit. Cet homme, Lorenzo Mascheroni, va prendre Napoléon au mot. Il est prêtre et enseigne les mathématiques à l'université de Pavie. Il sort fort opportunément en 1797 un livre de géométrie qu'il dédie à Bonaparte l'Italie. Je te vois la main invaincue qui détruit les royaumes et a ordonné la paix à Vienne. Avec moi suivre avec attention la rotation du compas fidèle. Effectivement, Bonaparte a suivi la rotation du compas fidèle avec Mascheroni. Et il va l'utiliser à fond pour sa propagande. De quoi s'agit-il? De la géométrie du compas. Toutes les constructions que Euclide effectue à la règle et au compas, ce que les Grecs appellent des problèmes plans, Mascheroni montre qu'on peut les effectuer avec un compas seul. Bien sûr, on ne peut pas tracer des lignes, seulement construire des points. Mais
tout point du plan, constructible à la règle et au compas, peut être construit avec le compas seul. Enfin, du moins, ceci est l'énoncé moderne. Mascheroni se contente d'affirmer que c'est possible et donner des constructions explicites. Sa motivation initiale est pratique. Le compas est un outil plus précis que la règle. Or, dans la construction d'instruments astronomiques, on a besoin de constructions les plus précises possibles pour tracer les graduations. Mascheroni donne une manière de diviser un cercle en 240 parties avec une précision qu'il affirme de l'ordre de la seconde d'angle. Mais l'intérêt que Napoléon voit dans ce livre est tout autre. Il se fait expliquer quelques constructions simples, entre autres celle-ci. Étant donné deux couples de points AB et CD, construire au compas seul le point S, qui est l'intersection des deux droites déterminées par AB d'une part, CD d'autre part. La propagande va en faire le problème de Napoléon. Tadam! Rentré à Paris avec le livre de Mascheroni dans ses bagages, Bonaparte n'attend pas longtemps l'occasion d'étaler sa science toute neuve. Cette occasion, c'est un dîner donné en son honneur par François de Neufchâteau. La presse s'en fait l'écho. C'était véritablement un dîner de savants et de gens de lettres. Le général a témoigné le plus vif plaisir de cette réunion qui lui a offert un délassement aussi agréable qu'instructif. Et il s'y est livré à tous les penchements de l'intimité. Il les a tous étonnés par la variété et l'étendue de ses connaissances. Il a parlé de mathématiques avec Lagrange et Laplace, etc. Eh ben, voyons. Vous imaginez un militaire de 28 ans, qui n'a qu'une formation mathématique de base, impressionner deux des plus grands mathématiciens de l'Europe avec un exercice de géométrie plane? J'aurais adoré savoir ce que Lagrange, lui-même d'origine italienne, en a pensé dans son fort intérieur. Quant à Laplace, l'anecdote qui suit a été maintes fois rapportée et déformée. La version que je trouve la plus crédible est celle de Jean-Marie Dubois-Aimé dans ses mémoires. Il est polytechnicien, il a accompagné Bonaparte en Égypte et a été particulièrement bien placé pour apprécier l'attitude des savants vis-à-vis du pouvoir. Voici ce qu'il dit. Je me rappelle qu'à cette époque, Bonaparte, entretenant un jour le célèbre Laplace et quelques autres, membres de l'Institut, d'un nouvel ouvrage intitulé Geometriae Compasso, dont Mascheroni lui avait fait récemment hommage à Milan, fit à l'occasion d'une proposition tout à fait élémentaire, une figure sur le tableau avec de la craie, pour mieux se faire comprendre, prétendit-il, et que Laplace, soit moquerie, comme je le crus alors, soit flagornerie, comme je l'ai cru depuis, lui dit: Je ne m'attendais pas, général, à recevoir une leçon de mathématiques de vous. Effectivement, l'attitude de Laplace pendant le Directoire, le Consulat, l'Empire, puis la Restauration, est tout à fait compatible avec la flagornerie que lui prête Dubois-Aimé. Ah, ne jouez pas les offusqués, je vous l'ai déjà raconté. La suite n'était pas difficile à prévoir. Les aides de camp de Bonaparte et ses flatteurs, il n'en manquait pas déjà, répétèrent à l'envi ce qu'ils appelaient l'aveu de Laplace lui-même de la supériorité de Napoléon sur lui en mathématiques, et la foule hébétée le répéta après eux. La vérité est que Bonaparte avait oublié depuis longtemps le peu de mathématiques dont il avait eu besoin pour entrer dans l'artillerie avant la Révolution. Et lorsqu'il fut reçu à l'Institut, il n'eût certes pas pu être reçu à l'école polytechnique.
Ah bon? Parce que Bonaparte fut reçu à l'Institut? Bien sûr. Exactement 2 semaines après le dîner chez François de Neufchâteau, où il s'était montré si brillamment universel. Il a été élu à une majorité écrasante des suffrages, contre 2 autres candidats qui avaient bien plus de titres scientifiques à faire valoir. L'ironie de l'histoire est que le fauteuil auquel Bonaparte a été élu venait juste d'être déclaré vacant par le départ en exil de Lazare Carnot, victime d'obscures manœuvres politicardes au sein du Directoire. Comme Bonaparte, Carnot avait été un militaire brillant, l'organisateur de la victoire, disait-on à peine 4 ans plus tôt. Mais contrairement à Bonaparte, Carnot était un véritable mathématicien. Il l'avait prouvé en publiant quelques mois auparavant une métaphysique du calcul infinitésimal. Dans la préface, il disait: tout annonce que la culture des mathématiques va reprendre un nouvel essor. Il ne croyait pas si bien dire. Pour renforcer le succès de son coup de pub, Bonaparte avait pris soin de faire traduire par un militaire et publier en France le livre de Mascheroni. La version française paraît en mars 1798. La dédicace ronflante n'a pas été oubliée. J'ai vu ta main puissante, qui frappa tant de potentats et fonda tant d'heureux états, aux lois d'Euclide obéissantes, avec moi suivre le compas. La presse se charge de relayer la propagande. Les géomètres français n'avaient pu se procurer encore ce savant ouvrage de Mascheroni. Bonaparte le fit connaître il y a environ 2 mois à Laplace et Lagrange, qui conçurent la plus favorable opinion de ce nouveau genre de géométrie auquel le général lui-même avait consacré plusieurs moments de son loisir chez l'auteur à Pavie. Un nouveau genre de géométrie? Ben voyons. 10 ans plus tard, Delambre se livre à un réjouissant exercice de funambulisme. Le général protecteur de la République est bien loin. Nous sommes en 1808. L'empereur des Français et roi d'Italie a commandé à l'Institut un rapport sur l'avancement des sciences. Le secrétaire perpétuel pour les sciences mathématiques ne peut ni se soustraire, ni écrire autre chose que ce que l'empereur et roi attend. D'ailleurs, le président de l'Institut, Louis-Antoine de Bougainville, donne le là. Je le cite. Si l'influence d'un seul homme a fait des héros de tous nos guerriers, nos savants, honorés par la protection de votre majesté, qu'ils ont vus dans leur rang, sont en droit d'ajouter des rayons à la gloire nationale. Oh, que le compliment est joliment tourné. Et Mascheroni alors? Delambre s'en tire élégamment en créant une rubrique géométrie élémentaire dans son rapport. On a lieu d'être étonné du grand nombre de propositions nouvelles et piquantes qu'il a su trouver dans un sujet en apparence épuisé. Ses principaux théorèmes avaient été apportés en France avec le traité de Campo Formio par le vainqueur et le pacificateur de l'Italie. On désira connaître l'ouvrage entier, et bientôt il en parut une traduction française. Et là où Delambre a raison, c'est qu'il y a tout lieu d'être étonné que l'on dise du nouveau sur un sujet en apparence épuisé. D'ailleurs, Mascheroni lui-même, dans sa préface, prend toutes les précautions oratoires pour dire qu'il ne connaît pas d'antécédents. Et là, il est tout à fait excusable, car personne ne connaît Georg Mohr. C'est un Danois, ayant travaillé une grande partie de sa vie en Hollande. Son livre, paru en 1672,
Il l'intitule en toute modestie l'Euclide danois. Mais là où il a eu tort, c'est qu'il a écrit son livre en danois et l'a traduit en hollandais. Alors bien sûr, il a été totalement oublié et redécouvert seulement en 1928. Mais là, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Tout ce qu'avait fait Mascheroni 125 ans plus tard était déjà dans Euclide danois, et d'ailleurs annoncé sur la page de titre. L'ouvrage est divisé en deux livres, dont le premier a pour objet de refaire toutes les constructions des 6 premiers livres d'Euclide. Comme il est dit en dessous, toutes les constructions sont effectuées avec un compas seul, sans règle pour tracer les lignes. Les constructions proposées par More sont variées, comme ici celle d'un cadran solaire. Il ne se pose pas le problème théorique consistant à démontrer que tout point constructible à la règle et au compas l'est au compas seul. Pas plus que Mascheroni d'ailleurs. Quant au problème d'antériorité, on peut lui accorder que rien de ressemblant à ce qu'il a fait n'a jamais été retrouvé. Peut-on aller plus loin et affirmer que cela n'a jamais été fait? Cela paraît difficile. Vous allez comprendre pourquoi. Un an après Euclide danois, paraît cet abrégé d'Euclide curieux. Toujours à Amsterdam, mais cette fois-ci sans nom d'auteur. Des témoignages ont permis de l'attribuer au même Georg More. Il s'agit encore de reconstituer les figures des premiers livres d'Euclide. Mais cette fois-ci, le compas n'a qu'une seule ouverture fixée et la règle est autorisée. More n'aura pas plus de succès en tant qu'auteur anonyme. 20 ans plus tard, quand William Neighbourne publie un livre de récréation mathématique, joliment intitulé Le plaisir avec le profit, un chapitre est consacré à des constructions géométriques d'un genre particulier. Vous voyez le titre. Comment sans compas, en ayant seulement une fourchette à viande et une règle plate, on peut effectuer de nombreuses constructions géométriques agréables et charmantes. Évidemment, aucun auteur antérieur n'est cité. Pourtant, ils sont nombreux. Plus d'un siècle avant était paru ce livre intitulé Résolution de tous les problèmes d'Euclide et d'autres à l'aide seulement d'un compas d'ouverture donné par une méthode inventée pour cela. L'auteur était Jean-Baptiste Benedetti, un riche Vénitien à qui Tartaglia avait enseigné les premiers livres d'Euclide. C'était au moment où Tartaglia, Cardan et Ferrari se traitaient de tous les noms d'oiseaux à propos de la résolution des équations du troisième degré. Entre deux bordées d'insultes, que je ne vous répéterai pas parce que je vous les ai déjà racontées, Ferrari et Tartaglia s'envoyaient des défis mathématiques. Et parmi ces défis, il y avait des problèmes de construction au compas fixe. Donc Benedetti ne les avait pas inventés, même s'il les a poussés plus loin que ses maîtres. D'où venaient donc ces problèmes? Ils venaient des Arabes, peut-être même des Grecs, mais on ne l'a su qu'au XIXe siècle. Quand Google a honoré Aboul Wafa en 2015 pour le 1075e anniversaire de sa naissance, ils l'ont fait avec ce bandeau. Oh, passons sur la ressemblance du portrait. Les autres vignettes sont des figures géométriques. Aboul Wafa a écrit un livre entier de constructions à la Euclide, et parmi elles, quelques-unes sont explicitement décrites comme étant effectuées à l'aide d'un compas à ouverture fixe. Aboul Wafa était-il l'inventeur du problème? Il ne le prétend pas, et c'est peu probable. On trouve des allusions à des problèmes analogues dans la collection mathématique de Pappus.
il n'est pas exclu que l'on retrouve un jour une traduction arabe d'un ouvrage grec perdu, parlant de construction au compas à ouverture fixe, ou même, pourquoi pas, de constructions au compas seul. Les problèmes de construction géométrique sous contrainte ont-ils eu une postérité mathématique? Et oui, mais pour vous expliquer laquelle, il faudrait que je vous parle de géométrie projective, et donc de cet homme, Jean-Victor Poncelet, ce qui nous ramènerait à Napoléon. Mais comme il se fait tard, nous allons renvoyer Poncelet à une autre histoire et nous contenter de l'énoncé suivant, que l'on trouve dans son livre de 1822. Tout problème du second degré devra pouvoir se résoudre avec la règle seulement toutes les fois que, parmi les données, se trouvera un seul cercle dont le centre sera connu et le périmètre tracé. En particulier avec un compas à ouverture fixe ou une fourchette à viande, on peut tracer le cercle initial et tous les points constructibles sont déduits à la règle seule. Ce résultat s'appelle théorème de Poncelet-Steiner, parce que Jacob Steiner en a donné une démonstration complète 11 ans après Poncelet. Comment ça, c'est pas juste? Est-ce que vous trouvez que théorème de Mort-Mascheroni pour un résultat que ni l'un ni l'autre n'a démontré et qui était peut-être connu bien avant eux, c'est mieux? Au moins ça permet de s'en souvenir. Parce qu'entre nous, appeler théorème de Napoléon un résultat que Napoléon aurait été bien incapable de démontrer, ça n'ajoute pas grand-chose à sa gloire, vous ne trouvez pas?